notre famille possède un petit chalet de vacances dans le Colorado. Mes parents sont des skieurs passionnés, ce qui a motivé cet achat. La maison appartient à la famille depuis avant ma naissance. Elle montre certainement son âge à bien des égards, mais elle a aussi environ 40 ans. Elle ne peut pas avoir l'air neuve. Mon père a dû faire beaucoup d'entretiens sur la propriété au fil des ans. Elle est toujours dans notre famille aujourd'hui, mais elle arrive vraiment en fin de vie maintenant. Mon père parle de la démolir et de construire une nouvelle maison, mais je ne m'implique pas dans sa décision. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 15 ans, quand j'avais 8 ans et mon frère 11 ans. Nous étions dans le Colorado pendant une tempête de neige. Les chutes de neige étaient folles et, bien sûr, mon frère et moi devions aller jouer dehors. La meilleure chose quand nous y allions enfants était l'immensité de l'espace. La propriété dispose d'une grande clairière entourée de bois dans toutes les directions. Il y a une route sans issue qui descend et mène à quelques autres propriétés presque aussi grandes. C'est l'agencement parfait pour jouer à cache-cache, aux batailles de boules de neige ou à n'importe quel jeu de ce genre. Mon frère Josh et moi sommes sortis dans nos tenues de neige pour jouer à notre jeu de bataille de boules de neige avec nos propres petites règles personnalisées. En gros, nous installions 2 forts. Nous pouvions choisir l'emplacement de nos forts n'importe où, mais nous devions nous dire mutuellement où nous les placions. Nous faisions ensuite une énorme boule de neige qui servait de joyau que nous devions voler avec succès de la base adverse et ramener à la nôtre. Josh a choisi d'installer sa base sur la propriété voisine la plus proche. Il n'y avait presque jamais de voiture, 9 fois sur 10 quand nous y allions. Donc, nous jouions souvent sur leur propriété aussi puisqu'ils n'étaient jamais là. Ce que nous faisions, c'était construire de petits murs pour imiter un fort et placer la grosse boule de neige derrière les murs. Pour atteindre la base de l'autre dans ce jeu, nous pouvions soit traverser les bois, soit prendre la route en montant ou en descendant pour atteindre le fort opposé. Une fois que Josh a descendu la route et disparu, je devais attendre qu'il siffle pour signaler le début du jeu. J'ai attendu longtemps, très longtemps, plus de 5 minutes. Il avait déjà installé son fort à ce moment-là, donc tout ce qu'il avait à faire était de retourner là-bas et de siffler. Quand environ 10 minutes se sont écoulées, j'ai décidé que je ne pouvais probablement pas entendre le sifflet de là où j'étais. Alors, j'ai commencé à planifier mon itinéraire. Était-il préférable de passer par les bois ou par la route? J'ai opté pour la route car honnêtement, traverser les bois pendant une tempête de neige à 8 ans était une pensée effrayante. J'ai commencé à marcher péniblement dans la neige non déblayée au sol pendant que les flocons me soufflaient au visage. Avec toutes les couches que ma mère m'avait fait mettre, je n'avais pas froid du tout. En approchant de l'allée de la propriété voisine, j'ai regardé à travers les arbres et je n'ai pas vu Josh là-bas. Avec tous les buissons et les arbres nus en hiver, il était assez facile de voir à travers les bois. Je me suis donc faufilée dans la propriété à travers les arbres pour me faufiler. Mais Josh n'était littéralement nulle part en vue. J'ai vu son fort, alors j'ai regardé autour, et quand j'ai pu confirmer qu'il n'était nulle part en vue, je me suis approchée de son fort pour attraper le joyau. Avant que je ne puisse le faire, j'ai entendu une voix de femme crier « Excuse-moi, tu cherches ton frère ?» Je me suis tournée dans la direction d'où venait la voix
et c'était une femme âgée à la porte d'entrée de la maison voisine. J'ai répondu que nous jouions à un jeu. Elle a répondu « Ton frère est ici ». J'étais très confus. J'ai commencé à marcher vers les marches de l'entrée de la maison et en m'approchant, le visage de la femme devenait plus clair. Pour mon esprit de 8 ans, elle semblait beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était probablement. En m'approchant de la maison, j'ai remarqué qu'à l'une des fenêtres de l'étage, il y avait quelqu'un qui me regardait. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé que c'était Josh. C'était quelqu'un avec la moitié du visage couvert, probablement par un bonnet noir, et le bas du visage caché sous le rebord de la fenêtre. J'ai aussi remarqué une autre trace de pas menant à la porte d'entrée. Elle devait être celle de Josh. La femme me faisait un sourire très inquiétant. Je me souviens de cette sensation de mon cœur qui s'arrêtait pour une raison quelconque. Elle m'a fait signe d'entrer pour me mettre à l'abri du froid. Je me suis arrêtée net et j'ai crié « Josh !» mais il n'y a eu aucune réponse. La femme a cessé de sourire. Elle ne s'attendait pas à ce que je fasse ça. J'ai aussi remarqué que l'autre trace de pas était double. Si c'était Josh, ses pas avaient fait demi-tour et se dirigeaient vers les bois. J'ai alors entendu des pas lourds venant de l'intérieur de la maison. Ils semblaient venir de l'étage et descendre. J'ai commencé à courir et la femme a crié quelque chose à mon intention ou à celle de quelqu'un d'autre que je n'ai pas compris. J'ai regardé une fois vers la maison et ce visage qui était à la fenêtre de l'étage auparavant n'y était plus. J'ai quitté la propriété en courant pour retourner sur la route, suivant mes pas précédents. J'ai commencé à entendre le sifflement de mon père venant de la colline, le sifflement qu'il utilisait pour nous faire rentrer, mon frère et moi, à l'heure du dîner. Quand je suis arrivée à notre allée, mon père et Josh étaient déjà là, en train de venir me chercher, avant même que je puisse essayer d'expliquer ce qui venait de se passer. Josh racontait déjà qu'il y avait des gens dans la maison des voisins qui lui disaient d'entrer. J'ai dit que la même chose exactement m'était arrivée. Alors, mon père est descendu là-bas avec une sorte d'arme à la main pendant que nous attendions à la maison avec notre mère. Il est revenu après un long moment et a dit que la porte d'entrée était verrouillée et que personne ne répondait. Alors, nous sommes allés chez un autre voisin qui connaissait les propriétaires de la maison et ils les ont appelés. Cette partie me donne encore des frissons chaque fois que mon père la mentionne. Les propriétaires de cette maison n'étaient pas là ce week-end. Personne n'était censé être dans la maison. La police a été appelée et mon frère et moi avons dû parler à l'un des agents sur place pour décrire la femme. Après cela, nous n'avons plus été impliqués. Selon mon père, la porte arrière était déverrouillée et la maison a été fouillée, ce qui n'a rien donné. Pour cette raison, mes parents ont ramené tous les objets de valeur supplémentaires par crainte d'un cambriolage pendant notre absence. Après ce jour, nous avons évité de jouer sur cette propriété rien que pour le facteur d'inquiétude de se souvenir. Dieu merci, nous ne sommes pas entrés dans cette maison. Je fais du ski depuis que je sais marcher. Mes parents faisaient du ski en compétition. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'était donc vraiment important pour eux que mes frères et sœurs et moi apprenions le plus tôt possible. Avançons d'environ 20 ans, et c'est l'âge que j'ai maintenant. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques hivers, quand j'avais 21 ans. J'étais en dernière année d'université.
Tout le monde sait que le meilleur ski accessible dans le nord-est se trouve dans le Vermont. Ça devait être un voyage comme les autres. C'était moi, Jayden, Rylan et Amir. Je ne peux pas me souvenir pour rien au monde de quelle montagne nous skions ce voyage-là, car Jayden avait tout réservé et Rylan conduisait. Ce dont je me souviens, c'est que c'était immense, avec environ 7 remontées mécaniques couvrant tous les différents sommets. Si je devais deviner, c'était Killington. Nous avons skié presque 2 jours complets, et je suis sûre qu'il restait encore des pistes que nous n'avions pas faites. C'est dire à quel point c'était grand. C'était le 2e jour. Après avoir skié la veille, nous avions une assez bonne idée des pistes que nous aimions. Alors, cette journée serait surtout consacrée à nous tester et à repousser nos limites, comme le veut la tradition. Je mentirais aussi si je disais que nous n'avions pas pris quelques shots de Fireball pour égayer les choses. Nous passions un séjour extrêmement agréable. Les doubles pistes noires ne devenaient jamais ennuyeuses, et dévaler chaque pente était son propre petit jeu. Il nous restait peut-être 1 heure avant la fermeture des remontées. Nous étions tous épuisés, mais nous savions qu'aussitôt sur la route du retour, la montagne nous manquerait instantanément. Nous réfléchissions à la façon de terminer le séjour au sommet de la remontée, quand 2 filles sans casque se sont approchées de nous. Maintenant, cela pourrait sembler un peu étrange pour certains, mais je ne rendrais pas justice à cette histoire si j'omettais ce détail. Les filles, une brune et une blonde, étaient d'une beauté stupéfiante, et je ne dis pas cela de manière étrange. Elles étaient objectivement 2 des plus belles femmes que j'ai jamais vues en personne. C'était déconcertant. Elles se sont présentées comme Taylor et Devon, et nous avons commencé à discuter. Elles nous ont essentiellement dit qu'elles s'ennuyaient parce que la montagne était pleine de personnes âgées, ce qui était en fait quelque chose que j'avais fait remarquer à mes amis la veille. Donc, cela expliquait pourquoi elles nous avaient approchés. Un groupe de jeunes gars qui semblaient avoir leur âge. Devon semblait être une skieuse très expérimentée, et elle posait sans cesse à Amir toutes ces questions techniques sur ses skis. Lui et Rylan possédaient leurs propres skis coûteux, au lieu de les louer comme Jayden et moi le faisions toujours, ce qui semblait impressionner les filles. Taylor a fait un commentaire sur nos shots, et nous leur avons dit, en plaisantant, que l'alcool débloquait notre vrai potentiel de ski, ou quelque chose de stupide comme ça, qu'elles ont trouvé drôle. À notre surprise, Devon a sorti une bouteille sans étiquette et nous a nargués, nous traitant de mauviettes pour nous en tenir à une boisson aussi sage que le Fireball. Nous 4 avons relevé le défi et avons joyeusement bu un peu de leur bouteille, ce qui a visiblement fait basculer Rylan un peu trop loin. Il a tendance à boire plus qu'il ne peut supporter, donc ce n'était pas trop surprenant. J'ai fait attention à ne pas trop boire, car quelque chose dans toute cette situation me dérangeait. J'avais encore du mal à croire que ces 2 filles voudraient quoi que ce soit avoir avec des gamins idiots comme nous. D'autant plus que nous portions tous des casques et que nos visages n'étaient pas vraiment visibles. Les choses se passaient pourtant très bien. Amir était son habituel soi, trop dragueur, mais Taylor semblait être réceptive. Donc, je ne me plaignais pas. Je pensais que nous allions simplement passer le reste de notre temps sur la pente avec ces filles, ce qui ne me dérangeait pas trop. Peut-être même qu'elles connaissaient quelque chose à faire après la fermeture des pistes. C'est alors que Devon
nous a demandé si nous avions descendu une piste appelée Forêt du Diable, un nom que je ne reconnaissais définitivement pas. Notre autre ami Chase aurait eu le plan des pistes mémorisées, car c'est littéralement un GPS ambulant. Mais il n'était pas avec nous. Nous leur avons dit que non, et elles ont expliqué que c'était une piste en forêt un peu obscure et rarement ouverte. Pour ceux qui ne savent pas, les pistes en forêt sont essentiellement des pistes qui s'étendent entre les arbres pour que vous skiez à travers une forêt. Nous aimions en fait skier dans les forêts plus que toute autre chose. Donc, cette piste de la forêt du diable a piqué notre intérêt. Nous leur avons dit que nous étions partants et elles nous ont fait signe de les suivre. Nous sommes arrivés à un point d'étranglement sur nos skis et elles nous ont dit de les enlever car nous devions marcher légèrement en montée pendant un court moment. Je pouvais voir que nous étions dans une partie relativement isolée de la montagne, car la neige était parfaitement fraîche et il n'y avait personne aux alentours. L'idée d'une aventure était cependant un peu stimulante. Donc, je n'y ai pas prêté attention. Ivres et curieux, nous avons déchaussé nos skis et suivi les filles en montant la montagne. Amir et Raylan ont couru devant, probablement pour flirter davantage avec elles. Et Jaden et moi sommes restés un peu en retrait pour leur donner de l'espace. En suivant, je pouvais voir que Jaden semblait un peu méfiant. Alors, je lui ai demandé ce qui le préoccupait. J'aimais penser que nous étions les plus rationnels et réfléchis du groupe. Amir était trop imprévisible et impulsif. Et Raylan suivrait une fille même si elle le menait au bord d'une falaise. Jaden a dit qu'il était étrange que cette supposée piste soit inaccessible depuis une remontée mécanique, ce avec quoi j'étais d'accord. Je n'avais jamais eu à marcher en montée pour atteindre une piste auparavant. Nous avons convenu de simplement garder un œil attentif sur les choses. Que pourraient faire 2 filles à un groupe de 4 grands gars de toute façon? Elles nous ont conduits dans la forêt et le terrain a finalement commencé à s'aplanir. Jaden et moi avons rattrapé le groupe et il était évident que Raylan et Amir avaient tous deux fait des progrès considérables. Raylan avait son bras autour de Devon, qui souriait et riait. Elles ont pointé dans la même direction où nous allions, qui était soudainement devenue une pente descendante. J'ai soupiré, sachant que c'était un autre séas où nous aurions pu utiliser l'aide de Chase. Il aurait su exactement où nous étions et où cette piste nous aurait menés. Jaden était toujours sceptique et a demandé aux filles si elles étaient sûres que c'était une vraie piste. Elles ont répondu que oui et nous ont dit que cela nous ramènerait directement aux remontées. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Devon a sorti la bouteille à nouveau et nous a dit que nous devions la finir. Amir et Raylan ont joyeusement pris de grandes gorgées. Mais quand la bouteille est arrivée à Jaden, il a dit qu'il était assez ivre. Dès qu'il a parlé, j'aurais juré que le sourire de Devon s'est transformé en un froncement de sourcils furieux pendant une fraction de seconde. Mais le temps que je cligne des yeux, elle souriait à nouveau. Je devais être le seul à l'avoir remarqué, car j'ai regardé autour de mes amis et leurs expressions étaient toutes normales. Elle a affiché un sourire séducteur et a battu des cils vers Jaden, lui demandant gentiment. Il a pris la bouteille à contre-cœur, ne serait-ce que pour la faire taire. Quand elle est arrivée jusqu'à moi, j'ai porté la bouteille à ma bouche, mais n'ai pas vraiment bu. Tout dans cette rencontre déclenchait soudainement des sonnettes d'alarme dans ma tête. J'ai rendu la bouteille à Devon, qui l'a rangée.
j'ai noté qu'aucune des filles n'avait bu cette fois-ci. J'ai réalisé que je ne les avais vues, ni l'une ni l'autre, boire quoi que ce soit pendant tout ce temps. J'ai vérifié mon téléphone une demi-heure avant la fermeture des remontées. J'ai essayé de trouver une excuse pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas skier cette piste, disant que nous n'aurions pas assez de temps pour remonter et redescendre la montagne jusqu'à l'endroit où nous étions garés. Les filles ont insisté que nous aurions assez de temps et que les remontées étaient de toute façon connectées en bas. Puis, sans avertissement, elles nous ont dit que nous perdions trop de temps et se sont élancées vers la pente, nous disant de les suivre si nous le pouvions. Amir et Ryland ont immédiatement suivi, espérant clairement une issue favorable en bas. Jaden et moi ne voulions évidemment pas, mais nous avons pensé que nous n'avions pas d'autre choix que de suivre. Alors, c'est ce que nous avons fait. J'ai laissé Jaden ouvrir la voie, car après tout, c'était toujours une pente qui semblait difficile, et skier dans la forêt n'est pas une blague. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais quand nous sommes arrivés en bas, j'étais soulagée. Les 4 étaient au bas de la pente, riant et flirtant comme avant. Jaden et moi avons rejoint le groupe, mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune remontée en vue. Nous étions toujours entourés de forêts de tous côtés. J'ai fermement demandé aux filles où était la remontée, et elles m'ont dit d'arrêter de m'inquiéter et qu'elle était tout près. Puis, elles ont dit qu'elles nous y emmèneraient dans quelques minutes. Je me suis un peu détendue, supposant que je m'étais inquiétée tout ce temps pour rien. Alors que je me frottais les yeux, j'ai entendu un bruit sourd, distinct dans la neige. Je les ai ouverts pour voir Rylan, qui était littéralement évanoui sur le dos dans la neige. Les filles ont ri, le traitant de poids léger, mais je pouvais voir que c'était plus grave que ça. Avant même que je puisse réagir, Amir s'est effondré aussi. J'ai commencé à paniquer et je me suis précipitée vers eux, déchaussant mes skis. J'ai remercié ma bonne étoile qu'il semblait respirer normalement, mais j'étais absolument horrifiée. Jaden a fait un pas vers les filles, leur demandant ce qui se passait. Elle semblait sincèrement choquée, disant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas. Jaden a fait un autre pas avant de s'évanouir lui aussi dans la neige. J'ai regardé avec stupéfaction, essayant toujours de comprendre la gravité de la situation. Je ne pouvais tout simplement pas croire que cela nous arrivait. Ma tête a commencé à tourner, et j'étais sûre que j'étais le prochain. Les filles avaient arrêté de faire semblant maintenant, et elles me regardaient comme si elles attendaient que je m'évanouisse. Je me suis sentie pris de vertige. Alors, je me suis assis dans la neige, même si je voulais rester debout. J'ai exigé de savoir ce qu'elles nous avaient donné. Elles n'ont pas répondu, ni même bougé d'ailleurs. Je leur ai crié dessus, encore et encore, mais elles ne réagissaient toujours pas. Je voulais me lever, mais je ne pouvais littéralement pas me tenir debout. Je ne me suis pas évanouie, cependant. J'ai gardé les yeux ouverts tout le temps. Finalement, Taylor s'est tourné vers Devon et a dit quelque chose, comme il n'a pas dû boire assez. Elle semblait plus énervée qu'autre chose. Devon a juré avant de dire à Taylor qu'elle devait partir. J'étais toujours paralysée. Après avoir déchaussé leurs skis, je les ai regardés prendre les skis d'Amir et de Rylan avant de s'enfoncer dans les bois. Je devais faire quelque chose, mais mon corps était encore engourdi. Je ne pouvais pas les laisser partir avec les skis de mes amis. Je savais qu'elles ne pourraient pas avancer très vite,
portant chacune 2 paires de skis, surtout dans la neige. Quelques minutes supplémentaires sont passées et j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. J'ai suivi en titubant leurs traces dans la neige, mais c'était vraiment étrange de voir à quel point elles étaient allées loin, même avec tout ce poids supplémentaire. Finalement, je me suis tournée et je les ai vues au loin, bien devant moi. J'ai pensé que tant que je les gardais en vue, je pourrais les retrouver. J'ai suivi pendant quelques minutes, et c'est là que les choses sont devenues folles. La forêt a laissé place à une clairière qui, je pouvais le voir, se transformait en route. Nous devions littéralement être de l'autre côté de la montagne de ski, ce qui avait du sens en y repensant. C'est là que j'ai remarqué la camionnette garée au loin. Je me suis arrêtée net à la lisière des bois. Le côté de la camionnette s'est ouvert et 4 types à l'air costaud en sont sortis pour intercepter les filles. Les filles ont fait signe aux gars de retourner dans la camionnette et l'un d'eux s'est retourné et m'a pointé du doigt directement. C'est là que j'ai réalisé que j'étais allée trop loin. Et je me suis aussi senti idiot d'avoir laissé mes amis sans défense inconscient dans les bois. Les gars de la camionnette semblaient débattre s'ils devaient partir ou me poursuivre. Et je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai commencé à tituber en rebroussant chemin, sachant que je pourrais retrouver mes amis grâce aux traces que j'avais laissées dans la neige. Je les ai trouvés, toujours évanouis. J'ai pensé que Jaden avait bu le moins, alors j'ai essayé de le réveiller en premier. Après quelques poignées de neige au visage, il était assez réveillé pour parler. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, encore sous le choc. Nous avons essayé de réveiller Amir et Raylan, mais sans succès. Jaden et moi avons pensé que nous n'avions pas de meilleure option que de prier pour que ces types ne décident pas de nous retrouver. Mais ils ne sont jamais venus. Je ne raconterai peut-être pas cette histoire s'ils étaient venus. Nous avons attendu environ 1 heure que nos amis se réveillent. Et quand ils l'ont finalement fait, nous leur avons tout raconté. Nous avions 1 million de questions. Qui étaient ces filles? Qui étaient ces autres types? Qu'allaient-ils nous faire? C'était glacial d'imaginer ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas été assez rapide pour faire semblant de boire. Dans le meilleur des CA, nous nous serions juste réveillés volés. Mais même cela aurait été horrible. Quelque chose me dit que personne ne prendrait de telles mesures juste pour voler des gamins qui ont l'air d'être des étudiants fauchés. D'ailleurs, qui garde vraiment des objets de valeur sur soi en skiant? Je suppose que les skis coûteux d'Amir et Raylan valaient la peine d'être volés. Mais cela semblait toujours exagéré. De plus, comment aurait-il même su que nous avions des skis coûteux avec nous plutôt que des skis de location? Les choses n'avaient pas de sens. Retrouver la voiture a été un enfer. Le signaler à la police a été un enfer. Le trajet de retour a été un enfer. Les responsables des montagnes ont juré qu'ils identifieraient ces personnes, mais nous devions évidemment reprendre la route et ne pouvions pas le vérifier. La police l'a pris un peu plus au sérieux et nous a dit que nous serions tenus au courant si quelque chose se présentait. Je pense que c'est même passé aux informations locales. Mais cela fait des années maintenant. Et ils n'ont évidemment jamais tout retrouvé. À ce jour, nous ne savons même pas quel genre de drogue ils nous ont donné. Rien en ligne ne décrivait quelque chose d'aussi efficace si rapidement, surtout en quantité modérée. Notre meilleure hypothèse était que la substance était un mélange de drogue. Ce qui a du sens, car tous mes amis se sentaient un peu étourdis après leur réveil.
6 filles, et quiconque était derrière tout ça étaient des gens malades. Je ne peux qu'espérer que c'était juste un volume élaboré et rien de plus sinistre. Cela va sembler un peu étrange, mais suivez-moi. Chaque hiver, mes amis Kyle, Ricky et moi avons cette petite tradition de marcher sur ce lac gelé à quelques villes d'ici. Ce n'est pas un grand événement ou quoi que ce soit, nous le faisons juste pour le plaisir. Il y a quelque chose dans l'ambiance d'être là-bas sur la glace, entouré par le calme silencieux qui semble presque surnaturel. C'est juste une de ces choses simples que nous avons toujours appréciées. Trouvez-nous bizarres, mais nous ne nous lassons jamais de cette sérénité. Si vous avez déjà été dans la nature seule, avec pour seul bruit le doux bruissement des flocons de neige, vous savez de quoi je parle. On a l'impression d'avoir un morceau de nature, rien que pour soi. Les photos sont toujours superbes aussi, ce qui est un énorme plus pour des gars un peu excentriques comme nous. C'est arrivé l'hiver dernier. On est en avril au moment où j'écris ceci, donc il y a environ 4 mois maintenant. Je sais ce que vous pensez probablement, mais ne vous inquiétez pas. Aucun de nous n'est passé à travers la glace. Ce n'est pas de cela que parle cette histoire. Il neigeait assez fort ce soir-là, ce qui était la principale raison pour laquelle nous avions décidé d'y aller. Il avait fait constamment en dessous de 0 pendant quelques semaines aussi, donc nous étions relativement confiants que le lac était complètement gelé. Personnellement, je préférerais l'hiver à l'été, n'importe quel jour de la semaine. L'hiver et moi, on est faits l'un pour l'autre. Je parie que tous mes amis seraient d'accord. Il y a environ 1 million de raisons, mais l'une d'entre elles est aussi simple que la chute de neige elle-même. Tout d'abord, c'est simplement beau. Ce que j'aime le plus cependant, c'est qu'on ne se retrouve jamais dans l'obscurité totale. Même après le coucher du soleil, le monde n'est pas entièrement sombre. La lumière se réfléchissant sur la neige blanche mélange le jour et la nuit, vous laissant avec cette sensation vraiment surréelle qui ne provient de rien d'autre. La lune était aussi presque pleine cette nuit-là, donc cette sensation était amplifiée. Kyle conduisait ce soir-là. Il avait un pick-up qui se comportait plutôt bien dans la neige. Alors nous avons joué la sécurité et l'avons laissé conduire, même si c'était habituellement Ricky qui nous servait de chauffeur. Le lac lui-même est entouré d'une fine forêt, donc nous ne pouvions pas vraiment conduire jusqu'au bord de l'eau. Je ne pense pas que forêt soit le bon mot. C'est vraiment juste un groupe d'arbres épars, mais c'est plus que suffisant pour empêcher une voiture de passer. Nous nous sommes garés dans un parking voisin et sommes sortis de la voiture. Il faisait un froid glacial. Nous nous sommes emmitouflés tous les trois et avons marché vers le lac. Je ne fumais pas à l'époque. Je ne fume toujours pas. Mais Ricky et Kyle, si. Alors, ils ont allumé quelques cigarettes pendant que nous marchions. Je pense qu'il était plus de minuit, mais je ne peux pas en être sûre. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il n'y avait pas âme qui vive là-bas. Pas un animal, pas une personne, rien. Aucun mouvement à part nous trois. Nous avons atteint le lac et, comme nous l'avions prévu, il semblait complètement gelé. Nous rions tous les trois de quelque chose de stupide quand Kyle a ramassé un petit rocher et l'a lancé sur la glace pour tester sa solidité. Elle n'a même pas craqué. Alors, nous avons pris cela comme un signal pour nous diriger vers le milieu du lac. Nous n'avons évidemment pas été super loin sur la glace. Cela aurait été imprudent. Mais nous nous sommes aventurés à une distance respectable du bord. Nous étions peut-être
à une centaine de pieds quand quelque chose a attiré notre attention. De l'autre côté du lac, près du bord où les arbres bordaient la glace, quelque chose de grand et sombre bougeait. Nous avons immédiatement arrêté de parler. Nous nous sommes simplement arrêtés net, regardant. Quoi que ce soit, c'était grand, voûté, et se déplaçait lentement vers le lac. Finalement, nous avons réalisé ce que nous regardions. C'était un ours. Ricky a été le premier à dire quelque chose. Il a chuchoté « C'est un ours ?» aussi doucement qu'il le pouvait. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait déjà la chamade. Si c'était un ours, la dernière chose que nous voulions faire était d'attirer son attention. Nous sommes restés là, figés, n'osant même pas respirer trop fort. Mais alors que la silhouette se rapprochait, quelque chose semblait bizarre. Sa façon de marcher n'était pas tout à fait correcte, trop droite, trop humaine. Il semblait aussi qu'il y avait quelque chose qui traînait derrière. Rien de tout cela n'avait de sens. C'était l'une des choses les plus bizarres que j'ai jamais vues. Et c'est là qu'il s'est complètement redressé. Et nous avons tous réalisé la vérité en même temps. Ce n'était pas un ours, c'était une personne. Une personne portant une sorte de costume d'ours. Kyle a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» à voix basse. Et je pensais exactement la même chose. Je sais que ça ne semble pas effrayant dans un sens général, mais si vous aviez été là, vous auriez été terrifié aussi. J'ai essayé de répondre, mais les mots ne venaient pas. Je ne sais pas si j'avais plus peur ou si j'étais plus confus, mais quelque chose me disait de rester silencieux. La silhouette continuait d'avancer vers la glace, traînant quelque chose derrière elle. Au début, il était difficile de dire ce que c'était. La neige brouillait les détails, mais comme il se rapprochait, j'ai réalisé qu'il tenait une corde attachée à la chose qu'il traînait. Et quelques instants plus tard, nous pouvions le voir plus clairement. C'était un petit sac noir. On aurait dit un sac poubelle de petite taille s'ils en fabriquaient. De toute façon, c'était glacial. Nous sommes restés là, ne sachant pas quoi faire. Mon esprit me hurlait de faire demi-tour et de partir, mais mon corps était paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pense pas que Ricky et Kyle étaient très enclins à faire demi-tour et partir non plus, car aucun d'eux n'a bronché. Je ne serais probablement pas partie à ce moment-là, même si je n'avais pas eu si peur. J'avais besoin de savoir ce que cette personne faisait. Et puis, comme si la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, l'homme a dézippé et est sorti du costume d'ours. Le voir en tant que personne n'améliorait pas les choses. Il n'était pas particulièrement grand ou intimidant, mais il y avait quelque chose de dérangeant chez lui. Nous l'avons regardé se pencher, probablement pour ramasser une pierre, mais je ne pouvais pas le dire de si loin. Et puis, le bruit a commencé. Il s'est agenouillé, tenant ce qui ressemblait à une pierre, et a commencé à la frapper répétitivement contre la glace. C'était peut-être un effet placebo, mais je jure que je pouvais sentir la vibration dans la glace, même depuis cette distance. Il essayait de percer, très probablement pour se débarrasser de ceux qui étaient dans ce sac. Ricky m'a tapé sur l'épaule et je me suis retournée pour le voir, lui et Kyle, retournés vers la terre ferme. Sans un mot, j'ai fait de même. Et nous avons essayé de bouger rapidement sans faire trop de bruit. Chaque pas semblait assourdissant dans le silence, même si je savais qu'il n'y avait aucun moyen que ce type puisse entendre le crissement de la neige de si loin. Nous avions à peine fait quelques mètres quand une voix a crié « Hey !» derrière nous. Je n'ai même pas regardé en arrière.
j'ai simplement commencé à courir, priant pour que ce type n'ait pas d'arme. Le froid n'aidait pas. Je me suis retrouvée à bout de souffle après même pas 1 minute de course. Je ne sais pas s'il nous a suivis. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, mais à ce moment-là, nous étions en mode panique totale. Nous avons atteint le bord du lac, et à ce moment-là, je haletais. Après une très courte pause, nous sommes retournés silencieusement à la voiture, et Kyle est parti immédiatement. Aucun de nous n'avait la moindre idée de ce que nous venions de voir. Kyle a dit que c'était probablement quelqu'un qui jetait ses ordures, mais je lui ai dit que c'était ridicule. Qui, dans son bon sens, s'habillerait en costume d'ours au milieu de l'hiver pour jeter illégalement ses ordures? Il n'y avait aucune chance. Ricky a dit que c'était définitivement quelqu'un qui se débarrassait d'un corps, mais je lui ai dit que le sac était beaucoup trop petit pour ça. Nous en avons parlé pendant tout le trajet du retour, mais nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur une explication définitive. Nous n'avons jamais eu de réponse. La raison pour laquelle je pense à cela maintenant est parce que ma mère regardait la télévision l'autre jour et un ancien avis de personnes disparues est apparu à l'écran. C'était un enfant de notre région et la chronologie de sa disparition correspondait assez bien à ce que nous avions vu sur ce lac. Je ne tire pas de conclusion hâtive. Je sais que c'est une hypothèse improbable et probablement juste une malheureuse coïncidence, mais je ne peux m'empêcher de me demander si ces deux choses sont liées d'une manière ou d'une autre. Au moment où vous entendez ceci, nous avons probablement signalé notre observation à la police.